Donc, le colonel Montagnac, c'était un des conquérants de l'Algérie, du moins de la guerre d'Algérie. Ce qu'il dit là, c'est quand même assez... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de la dangerosité de ces personnages. Rendez-vous compte de la dangerosité de ces personnages. Après, ça peut se comprendre que l'Algérie n'est vraiment plus rien à voir ou rien à faire avec la France. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même leurs ressortissants en effet, ou en Europe, ou aux Amériques, ou en Occident, quoi. Et n'oublions pas que les Algériens nous font si du mal à nous, hein, aimer à nos termes. Et je rappelle encore qu'il y a des Algériens noirs. Bon, vous voyez, c'est ça, c'est triste. Donc, Montagnac, dans ces temps perdus, je relis la phrase pour que vous compreniez que ces gens essayaient un peu de chasser l'ennui de leur petite vie, en fait. Parce que les colonies, c'était trop calme, en fait. C'était trop calme. Donc, venus civiliser, parce que ce sont des civilisateurs et des civilisés, et bon, le français, c'est une langue compliquée, ça ennuie par moment. Donc, venant tuer son ennui, il dit ceci. Je répète la phrase. Pour chasser les idées qui m'assiègent quelquefois, je fais couper des têtes. Non pas des têtes d'artichaut, mais bien des têtes d'hommes. Vous avez suivi? Pour chasser les idées qui m'assiègent quelquefois. Donc, le monsieur, il est là. Oh là là, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Franchement, c'est fatigant. What's going on in my life? And again, ces colonies sont trop ennuyeuses. C'est trop calme. Ils font la fête, ils vivent en communauté. Mais franchement, en plus des trucs noirs, là, des trucs noirs. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en Algérie, à cette époque d'Algérie, il faut savoir qu'il y avait des mélanodermes. Il y en avait beaucoup, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement, après la guerre fratricide leucodermique, beaucoup de... Ou même, pardon, avant, après le razzia qui s'est passé, les leucodermes type caucasien, notamment inférieurs, sont venus peupler. Ils étaient venus pour la politique du grand remplacement sur ces terres. Donc, vous comprenez que beaucoup d'Algériens ont été, Algériennes ont été violées, ce qui a donc donné une grande masse de population métissée, déjà en plus des métissageries qui ont été faites durant la période de Kémet, donc durant les invasions. En plus encore, ils sont venus, ces caucasiens et fériens, qui sont venus amasser et remplacer la population par toute méthode, déjà en venant avec leur épouse, mais entre-temps, ça ne les empêchait pas de copuler avec les Algériennes, effectivement. Donc la population s'est fortement métissée, voire à la limite, en plus, leucodermisée, parce que à force, les Algériens qui devenaient de plus en plus leucodermisés, effectivement, comme les Indiens d'Amérique actuelle, effectivement, ils se sont dit que, ayant perdu, voyant l'Afrique à terre, il est plus probable et plus sécurisant d'aller encore davantage se leucodermiser, donc prendre des types caucasiens. Voilà. Ce monsieur s'ennuyait beaucoup. Il s'ennuyait beaucoup en fait. Et il devait chasser son ennui, chasser ses petits problèmes, patati patata. Il devait absolument couper son ennui en allant couper des têtes. Voilà une manière de passer du time. Donc, couper des têtes. Il a même été un peu comique, vous avez suivi. Il a essayé d'être un peu dans l'humour. Il a dit, je fais couper des têtes. Non pas des têtes d'artichaut, mais bien des têtes d'hommes. Je suis sûre qu'il a rigolé lorsqu'il écrit ça. Parce que franchement, là, il a voulu faire une petite blague, genre, pas des têtes d'artichaut, mais des têtes d'hommes. Ah ah ah, vous connaissez. Donc, voilà un peu comment ces gens s'amusent. Le conte d'Hérisson, pareil, il s'ennuyait un peu sans conte. Vous savez, les contes, ils doivent être des personnes très, très dignes, très classes. Ils doivent avoir une certaine tenue, ils doivent avoir un certain comportement respectueux. Ils doivent bien se tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le conte Hérisson d'Hérisson ou d'Hérisson, voilà. Ce qu'il faisait lorsqu'il s'ennuyait. Je ouvre les guillemets. Il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées, pair à pair, sur les prisonniers, amis ou ennemis. Il récoltait des oreilles, donc des barils d'oreilles, donc
Vous savez ce que c'est qu'un baril? C'est un fût là, plus ou moins bon, creux. Et effectivement, bon, ça dépend des profondeurs, de la profondeur du baril. Et donc, vous pouvez imaginer que ce monsieur, bah, effectivement, avec ses soldats, c'est pas innocent non plus, avec ses soldats, il découpait les oreilles. Bon, ils savent même pas de qui est-ce qu'il découpait les oreilles, vous avez compris. Il découpait les oreilles des prisonniers amis ou ennemis. Donc, à un moment dans la psychopathie, ils savent même plus de qui est-ce qu'ils coupent les oreilles. Ils coupent les oreilles de leurs ennemis, de leurs amis. Donc, tout est mélangé. En fait, c'est vraiment des... En fait, ce sont des psychopathes. En même temps, il dit que sur les prisonniers, amis ou ennemis, bah, si ce sont des prisonniers, comment des prisonniers peuvent être des amis? Encore, les prisonniers, ce sont des prisonniers ennemis. Bon, ce sont des ennemis de base, mais des prisonniers amis, c'est un peu comme quand le Codem dit j'ai un ami noir. Donc, c'est quand même assez bizarre, vous voyez. Donc, ils découpaient les oreilles de leurs prisonniers amis. Et c'est bizarre. Alors, si c'est ton ami, pourquoi est-ce que tu découpes l'oreille de ton ami? Bon, vous avez compris. Ces comportements ne sont pas nouveaux. Ce sont des comportements qu'ils faisaient entre eux depuis. Vous avez parlé de Néron, de Caligula. Je pourrais encore parler d'autres empereurs. César ou Césarée. Je pourrais encore vous parler de cette épopée de criminels, de fous, en fait. De fous. Et c'est dans l'ADN. C'est ça le processus générationnel. C'est ADN, en fait. Et sûrement, le conte d'hérisson s'est reproduit. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs hérissons dans la rue, en fait. Je ne parle pas de l'hérisson, je parle des personnes de la famille d'hérissons, quoi. Donc, Saint Arnaud, qui, effectivement, lorsque des mélanodermes verront ce nom, ils diront, mais sans, eh bien, évidemment, sans avoir su ce qu'il a fait. Lorsque Saint Arnaud, quand on voit Saint Arnaud, on se dit, mais ça, c'est un enfant du Seigneur, c'est un prêtre, c'est un guide spirituel. Saint Arnaud, dans sa profession de foi barbare. Donc, Saint Arnaud, dans sa profession de foi barbare, donc c'est-à-dire dans ce qu'il faisait, dans ce qui était dans son chemin de destinée, dans sa voie de la libération des peuples. Saint Arnaud, issu de la lumière spirituelle du Saint-Esprit, disait: on ravage, on brûle, on pille, on détruit les maisons et les arbres. Voilà. Bah, de toute façon, voilà quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Bugeaud, le maréchal. Lui, dans tout cela, il fait des théories audacieuses. Et ce qui est très intéressant dans cette phrase, il dit de se revendiquer de grands ancêtres. De se revendiquer des grands ancêtres. Je veux dire, le Codem, ça d'où ils viennent. C'est juste que ont-ils l'honneur ou la force de le dire? Je vois les guillemets. Il faut une grande invasion en Afrique. Une grande invasion en Afrique qui ressemble à ce que faisaient les Francs et à ce que faisaient les Goths. Il faut une grande invasion. Vous avez compris, il faut une grande invasion. Donc, ces gars sont en train de dire, dans leur théorie de la sublématie leucodermique caucasienne, qu'il faut piller en fait. Il faut piller, violer l'Afrique. C'est-à-dire, vous pouvez même la revioler, là. Je sais pas. Vous savez pas combien de fois vous pouvez la... Je sais pas en fait. Il faut faire une grande invasion. Il faut fouiller très bien en profondeur en fait. Il faut détruire ce peuple. Il faut faire l'invasion. Il faut faire l'invasion. Ça, c'est le maréchal qui parle. C'est le maréchal Bugeaud. C'est le maréchal Bugeaud. Ouais. Ah non, nous, on est dans la mer, on n'obéit pas. C'est pas nous, on n'est pas des criminels, on est innocents. On est innocents. Oui, on est innocents, quoi.
Ce sont les ordres des parlementaires. Ce sont les ordres des parlementaires. C'est vrai, ce sont les ordres des parlementaires, c'est vrai. Ce sont les ordres des ministres des armées, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous êtes militaire, vous avez un cerveau, même si vous n'avez pas fait d'école, même si vous n'avez pas appris à lire, à écrire. Bon, d'après ce qu'on voit ici, on a l'impression qu'ils écrivent, mais bon, vous savez, peut-être c'était quelqu'un d'autre qui a écrit les petites histoires qu'ils racontent lorsqu'ils boivent un peu d'alcool. Voilà. Donc, vous avez quand même un cerveau, j'ai envie de dire. Bon, du moins, si les locodèmes ont un cerveau. Donc, effectivement, parce que bon, après, n'oubliez pas, ce sont des êtres rationnels. Ce sont des êtres rationnels. Les locodermes sont rationnels. Ils sont rationnels, rigoureux. Ils travaillent très dur, très bien. Donc, ce qu'il écrit, ce qui a été dit, c'est rationnel. C'est pour vous dire que les gens rationnels sont des psychopathes. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'être intelligent, en fait. Donc, ce monsieur, très intelligent, très civilisé, très rationnel, très pur, très locoderme, caucasien, la race de la pureté, l'immaculée conceptionnes de la pure race. Il dit qu'il faut faire une grande invasion en Afrique. Voilà. Qui ressemble à ce que faisaient les Francs et à ce que faisaient les Goths. Connaissez les peuples des Goths, des Wisigoths et tout, ces grands barbares. Ces grands barbares. Effectivement, ils ne parlent pas de ça par hasard. Ce sont des peuples barbares. Ce sont des peuples barbares. Rappelez-vous quand nos ancêtres appelaient les Hyksos. Hyksos, les peuples barbares. Des vauriens, des pestiférés, des voleurs, des lépreux, des ignobles personnages, les Hyksos, qui sont divisés et subdivisés en plusieurs familles, Goths, Wisigoths, etc. Et il rappelle l'honneur de ces populations France, Goths, Allemagne, Allemands, germaniques, germanophones, tout ce que vous voulez en fait. Vous pensez que ces gens sont des innocents? Vous pensez que ces personnes-là sont venues comme ça par hasard? Vous pensez qu'ils continuent à nous faire ça par hasard? Vous pensez que Biden, lorsqu'il raconte sa folie, c'est une folie du hasard? Et toutes ces personnes sont des démocrates. Des démocrates qui partent à gauche, à droite, à gauche, au centre, blablabla. Ce sont des démocrates, mes frères. Sao, ministre des colonies, il était démocrate. Il y a le commandant Gérard. Lui, c'est un vrai poète. J'ai envie de dire, c'est un poète civilisé. C'est un civilisé, en fait. C'est un poète, il fait des phrases incroyables. Dans la mort et le sang, on va rappeler. J'ouvre les guillemets. Les tirailleurs n'avaient ordre de tuer que les hommes. Mais on ne les retient pas. Enivrés de l'odeur du sang, ils n'épargnaient pas une femme, pas un enfant. À la fin de l'après-midi, nous, sous l'action de la chaleur, un petit brouillard s'éleva. C'était le sang de 5000 victimes, l'ombre de la ville qui s'évaporait au soleil couchant. Quelqu'un qui lira ça se dira « Oh wow, c'est magnifique, c'est poétique, c'est incroyable, incredible ». Donc, vous avez compris les tirailleurs. Il y avait donc les tirailleurs sénégalais, ce peuple de martyrisés, de traumatisés congénitaux qui ont préféré 1000 fois se vautrer près du maître et donc par survie, par notion de survie, donc ont décidé de devenir les épaules tueuses du maître. Et connaissant la force, la vigueur sauvage et exotique du peuple mélanoderme, notamment des hommes, ils se sont par espoir à dire que ce serait bien les utiliser. Alors ils ont utilisé, ils sont devenus le garde-fou du maître. Du maître. Je ne suis pas en train d'invectiver les tirailleurs. Donc, tirailleurs sénégalais, algériens, tout ça, je ne suis pas en train de les invectiver. Mais il faut qu'ils se rendent compte de leur histoire. Il faut que Macky Sall comprenne très bien son histoire. Je ne sais même pas si vous allez partager ça à beaucoup de nos frères. Est-ce que nos frères seront capables d'écouter ce que je suis en train de dire? Donc les tirailleurs étaient utilisés pour tuer.
donc des machines à tuer, machines killer. Et donc leur rôle, c'était d'exterminer, parce que le locoderme caucasien ne pouvait pas se battre contre des mélanodermes. Et vous allez tous mourir. Donc, mélanoderme contre mélanoderme, bon, ça passe encore. Mais ce qui est intéressant sur cette phrase, c'est qu'il a dit qu'ils sont partis tyranniser un peuple qui s'appelle le peuple d'Ambiké, une ville qui, à vrai dire, n'avait jamais songé à se défendre. Donc, une ville qui ne connaissait pas la violence, qui vivait bien dans son coin, un village tranquille, un village épanoui, un village où la violence et les litiges se réglaient d'une façon plus peaceful and again que autre chose. Donc, c'est-à-dire le fait de développer l'armement ou la vision de tuerie n'était pas dans leur esprit en fait. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, ils ne savaient pas se défendre contre les animaux, à la chasse, etc. Non, ça veut juste dire que c'est un type de... Ils ne connaissaient pas un certain type de violence. Ils ne connaissaient pas un certain type de cruauté. Il y avait un degré de cruauté qu'ils ne connaissaient pas. Et qu'ils ont tous découvert jusqu'à tous en mourir. Ce peuple a disparu, ce village a disparu. Tous les habitants sont morts. Ils sont morts, tous. Il dit ceci, je répète. Les tirailleurs n'avaient ordre de tuer que les hommes. Donc, vous avez compris qu'ils ne devaient que tuer des hommes. Pourquoi seulement les hommes? Un peuple sans hommes, après les femmes qui restent, bon, ça va un peu libérer les soldats locodermes, vous voyez, parce que c'était pas pour les mélanodermes, voilà, ce que je veux dire. Donc, dans l'habitude que les locodermes, dans le peuple locodermique, ils avaient l'habitude, lors des invasions entre peuples caucasiens ou peuples locodermes, de tuer tous les hommes des villages et après ramasser les femmes, les violer en série, là, on va dire que c'était un peu comme dans une grande cour et donc on mettait toutes les femmes du village là, bon, d'autres pouvaient aller le faire dans un petit coin tranquille, ou d'autres qui n'ont pas honte, ils violaient toutes ces femmes-là sur la même cour, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était ça l'objectif, du moins, c'était l'objectif. Mais effectivement, dans la vision barbaresque et dans, je ne sais pas dans quelle vision la chose est partie, mais elle est partie à un niveau inimaginable où ces personnes, ces tirailleurs ont commencé donc à tuer à la fois les hommes et les femmes. Donc ils ont commencé à tuer tous les habitants du village. Or, eux, ils voulaient qu'ils tuent que les hommes, mais après, vous avez suivi la suite, il dit, mais on ne les retint pas, enivrés de l'odeur du sang dont des bêtes féroces, ils n'épargnaient pas une femme, pas un enfant. C'est-à-dire que, vous voyez très bien que pour eux, c'est quand même assez amusant, c'est-à-dire, ils voient des gens, des tirailleurs massacrer des gens, donc ils ont ordonné tuer que les hommes. Peut-être même qu'en fait, il n'a pas dit que tuer que les hommes, peut-être qu'il a dit tuer tout ce qui bouge. Il n'a pas précisé homme. Il est aussi possible qu'il n'a pas précisé homme, en fait. Et donc, les tirailleurs, eux qui ne comprennent pas très bien le français ou le Frenchy, eux, ils ont compris que c'était tout le monde. Et voilà. Donc, ces gens sont très malsains. Très malsains, les locodermes, très malsains. Et donc, effectivement, ces tirailleurs qui comprennent rien au français, qui ont compris que le mot tuer, ou peut-être c'était la seule langue que les Français savaient parler, savaient dire tuer en sénégalais ou en algérien, je ne sais pas. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que quand il a commencé à voir que ces gens tuaient n'importe qui, ce qui est intéressant, c'est dans sa phrase lorsqu'il disait « Mais on ne les retint pas ». Donc ça veut dire que c'est amusant en fait. C'est amusant pour eux de voir ces gens massacrer d'autres personnes. C'est amusant, c'est drôle. C'est drôle pour eux. C'est drôle, c'est comique. Enivré de l'odeur du sang. Vous voyez la manière dont il écrit, vraiment il s'y plaît quand on écoute. Il n'épargne pas une femme, pas un enfant. À la fin de l'après-midi, il précise même l'horaire. Tellement, j'ai l'impression que lorsqu'il écrivait, on aurait dit qu'il était en train d'écrire une histoire, un roman qui va faire partie des rubriques exotiques, effectivement. À l'après-midi, sous l'action de la chaleur, un petit brouillard s'éleva. C'était l'odeur des 5000 victimes, l'ombre de la ville
qui s'évaporait au soleil couchant. On va finir en lisant ces quelques paragraphes. Oui ou non, ces faits sont-ils vrais? Et les voluptés sadiques, les innommables jouissances qui vous frissonnent, la caresse de loti quand il tient au bout de sa lorgnette d'officier un bon massacre d'anamites? Vrai ou pas? Et si ces faits sont vrais, comme n'est au pouvoir de personne de le nier, dira-t-on pour les minimiser que ces cadavres ne prouvent rien? Pour ma part, si j'ai rappelé quelques détails de ces hideuses boucheries, ce n'est point par délectation morose. C'est parce que je pense que ces têtes d'hommes, ces récoltes d'oreilles, ces maisons brûlées, ces invasions gothiques, ce sang qui fume, ces villes qui s'évaporent au tranchant du glaive, on ne s'en débarrassera pas à si bon compte. Il prouve que la colonisation, je le répète, déshumanise l'homme, même le plus civilisé, que l'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale, fondée sur le mépris de l'homme indigène, est justifiée par ce mépris, tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend, que le colonisateur, qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à pouvoir dans l'autre, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête. C'est cette action, ce choc en retour de la colonisation qui l'emportait de signaler. Avant de mieux revenir sur ce passage, je vais un peu vous expliquer les faits du bon massacre d'Anamite, parce que c'est quand même important de rappeler les faits. Donc, il s'agit du récit de la prise de Tuan An, paru dans le Figaro en septembre 1883. Donc, pour ceux qui douteraient, allez chercher dans les archives ou online du Figaro 1883 la prise de Tuan An. Donc, Tuan An, T-H-O-U-A-N-An. Donc paru dans le Figaro, septembre 1883, qui est effectivement... le Figaro, c'est un groupe journalistique financé par, effectivement, le Trésor public, le Podermique français, FR1 si vous préférez. Moi, j'aime dire FR1 à la limite. Donc, c'est cité dans le livre de N. Serban, S-E-R-B-A-N, Loti, sa vie, son œuvre. Voilà ce qui est dit. J'ouvre les guillemets. Alors la grande tuerie avait commencé. On avait fait des feux de salve 2. Et c'était plaisir de voir ces gerbes de balles, si facilement digérables, s'abattre sur eux, 2 fois par minute, au commandement d'une manière méthodique et sûre. On en voyait d'absolument fous, qui se relevait pris d'un vertige de courir. Il faisait un zigzag, et tout de travers, cette course de la mort se retroussant jusqu'au rang d'une manière comique, et puis on s'amusait à compter les morts, etc. Vous l'avez suivi? C'est drôle. Hein? Pour eux, c'est drôle. Il a dit, il faisait un zigzag, et tout de travers cette course de la mort, se retroussant jusqu'au rang d'une manière comique, et puis on s'amusait à compter les morts. Donc, c'était drôle de martyriser des peuples, de violenter des peuples, de tuer, de faire tout ça. C'est drôle pour eux. Vous savez, ce comportement, c'est pas un comportement qui a disparu. Si les gens vous disent que c'est le passé, c'est pas le passé, mes frères. Je vous assure, ce n'est pas le passé. Allez voir ce que les Locodèmes font dans les peuples des Mélanodèmes. Allez voir ce que les Locodèmes font chez les Mélanodèmes. Allez le voir, en fait. Allez le voir de vos propres yeux. Essayez d'avoir de la dignité, mes frères. Devenez dignes, en fait. Devenez des êtres dignes. Devenez dignes. Parce que ça, ces gens,
c'est pas un phénomène qui ne peut pas être répété puisqu'il est répété encore et encore. Et on vous parle d'histoire d'amour entre l'Afrique et la France. On vous parle d'histoire de réconciliation avec les Amériques, l'Occident et l'Afrique et les peuples noirs. Vous pensez réellement que ces choses-là qui sont citées s'arrêtent? Vous savez ce qui se passe là, à cet instant je vous parle, vous savez ce qui est projeté à cet instant je vous parle, vous savez les trafics qui se font à ce moment où je vous parle? Non, je crois pas. Peut-être que vous savez. Certains savent, certains le savent, d'autres pas. D'autres pas, d'autres découvrent. Mais est-ce que vous le savez exactement? Donc ces gens, c'était très drôle pour eux. C'était drôle. Et ces Sud-Africains, pour eux, ils aiment bien se la péter comme ça, en fait. Et vous savez, le karma sera violent. J'ignore comment, mais il sera très violent. Moi, quand je vois les Sud-Africains, c'est vrai qu'ils tuent d'autres Africains. Mais vous voyez à quel point le traumatisme qui est inscrit dans l'épigénétique a fait effet comme ravage. C'est vrai que leur expliquer cela, ils ne nous croiront même pas en fait. Ils croiront que l'on est fou, qu'on est... ils aiment bien dire le mot raciste, mais le nom n'a pas créé le mot racisme. Et moi, je m'en fiche du locoderme. Parce que les Sud-Africains, on les a appris à aimer le locoderme. On les a appris à aimer le locoderme. Les Angolais, ils aiment plus les Angolais ou les Angolas, je sais plus. Je sais plus, mais vous allez me corriger. Je sais même pas vraiment. Ils aiment plus les Portugais, les locodermes portugais qu'eux-mêmes. C'est terrible. C'est terrible. Ils aiment porter les noms locodermiques que leur propre nom. Ils rejettent toute leur vie, toute leur histoire. Ils préfèrent mille fois encore l'histoire d'un tueur. Si vous avez des amis angolais, enfin je me rappelle. Si vous avez des amis angolais, partagez ce podcast. Je sais que c'est en français. J'essaierai de m'atteler à parler peut-être anglais pour qu'ils suivent. Mais si vous avez des connaissances angolaises, sud-africaines, je vais essayer de parler en anglais dans certains podcasts. Donc, je vais rappeler ce paragraphe. Après, vous donner un peu ma vision. Je pense que on va s'arrêter là. Donc déjà, vous savez que on n'est pas très sûr de ce qui a été recueilli là parce que malheureusement, ce sont des cadavres, ils ont été empilés, c'était une époque et malheureusement, cela ne prouve rien. Mais ça ne prouve rien, ça ne veut pas dire que c'est rien. Puisqu'on a eu des archives, des maréchals, ce type de personnes, de choses, j'ai même envie de dire, cette espèce-là, ils ont rédigé un peu comme un carnet de bord, un peu leurs petits actes de sauvageon. Donc, ils ont récolté, ils ont un peu écrit les petits actes de sauvageon, ce qui a fait en sorte que, effectivement, on arrive à retracer les histoires. Donc, on va relire le paragraphe. Pour ma part, si j'ai rappelé quelques détails de ces hideuses boucheries, ce n'est point par délectation morose. C'est parce que je pense que ces têtes d'hommes, ces récoltes d'oreilles, ces maisons brûlées, ces invasions gothiques, ce sang qui fume, ces villes qui s'évaporent au tranchant du glaive, on ne s'en débarrassera pas à si bon compte. Il prouve que la colonisation, je le répète, déshumanise l'homme même le plus civilisé, que l'action coloniale, l'entreprise coloniale, la conquête coloniale, fondée sur les mépris, le mépris de l'homme indigène et injustifié, par ce mépris tend inévitablement à modifier celui qui l'entreprend, que le colonisateur qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, objectivement à se transformer lui-même en bête. C'est cette action, ce choc en retour de la colonisation qu'il l'emportait de signaler. Donc, effectivement, d'après les petits guillemets, les petites citations que je vous ai fait lire, effectivement, vous avez compris que les colonisateurs, les civilisés, les personnes rationnelles, les personnes de droit, les personnes de l'immaculée conception, malheureusement,
sont des êtres d'une sauvagerie dont on ne peut mettre ou même pouvoir détecter le degré, le niveau, l'énumérer, le quantifier. Ce degré, ce niveau de quantification du crime est effectivement impossible. Impossible. Et impossiblement de l'impossible à l'infini. Le civilisé, le rationnel, l'homme de foi, la vérité, a essayé longtemps de justifier les raisons qui les ont poussés à aller faire la grande invasion, comme dit le commandant Bugeaud en Afrique. Le locoderme doit se justifier. C'est très important pour lui. Il doit se justifier. Vous comprenez? Il doit se justifier. S'il ne se justifie pas, comment va-t-il expliquer ses crimes? Même, vous savez, même leur justification, ça n'a pas de sens. Mais aux yeux des autres locodermes, parce que ce n'est pas pour nous qui justifie, mais aux yeux des autres locodermes, cela aura du sens, justification. Ils ont dit que lorsqu'ils sont partis sur Kamakachopa, les peuples qu'ils ont trouvés étaient des sauvages, des personnes qui font des crimes de sang, le cannibalisme, et etc. Ce sont des barbares, des bêtes, vraiment des monstres. Des trucs noirs. Des trucs noirs. Mais ils arrivaient à détecter dans ces trucs noirs qu'il y a des hommes, des femmes. Donc, étaient-ce véritablement des trucs noirs? C'est là qu'on se rend compte que c'est la folie. Donc, effectivement, ils se sont rendus compte que le colonisateur, le rationnel et autres ne sont qu'en fait des bêtes. Puisque ils devaient trouver une justification. Mais cette justification, de façon maintenant logique, n'est pas logique. Et au lieu, effectivement, de s'arrêter, ils ont plutôt continué. Aimé Césaire ici rappelle quelque chose de très important. Il dit que l'acte du civilisé n'est pas un acte de civilisé, du moins si on le comprend dans le sens du locoderme. Mais c'est véritablement ça, l'acte du civilisé. Le civilisé, c'est la bête qui part en invasion sur d'autres terres. C'est ça le civilisé, c'est ça le rationnel. Le rationnel, c'est celui qui déshumanise d'autres espèces pour les créer en tout autre type d'espèce. Et effectivement, pour justifier ses crimes, il doit absolument se convaincre à lui-même que ce qu'il va assassiner de façon froide, de façon cruelle et sans sentiment, ce sont des bêtes. Ils savent très bien que ce ne sont pas des bêtes. Mais effectivement, dans leur idée, et parce qu'ils ont fait la fabrication du mélanoderme dans leur usine, alors pour eux, le mélanoderme, tout ce qui est mélanoderme, c'est de la saleté. Ce sont des bêtes, ce sont des monstres. Ces monstres, donc, ils n'ont pas hésité à les violer, hommes comme femmes et enfants. Ces monstres, donc, ils n'ont pas hésité à aller voler les fruits des terres, les éléments alimentaires, les éléments du sol et du sous-sol. Ces bêtes, donc, ils n'ont pas hésité à voler la culture, à voler les arts, les pratiques. Oui, ces colonisateurs, ces hommes rationnels de l'Immaculée Conception locodermique n'ont pas hésité à le faire. Pourtant, effectivement, ils sont partis civiliser un peuple de sauvages dont ils se sont tout appropriés. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est étrange. C'est étrange. Étaient-ils des bêtes ou en fait c'est un acte de jalousie? Maintenant, si on étudie de façon profonde cette histoire, c'est une histoire de jalousie. C'est une histoire de mépris. Ce peuple méprise de façon naturelle les Noirs. C'est pour ça que chaque fois qu'un locoderme passe sur Kamakachopa, il a toujours ce même type d'acte, ce même type de comportement. C'est un comportement naturel. Ce comportement naturel. Et s'il y avait la possibilité de faire en sorte qu'ils redeviennent ce qu'ils sont eux-mêmes, ils l'auront fait en fait. Ils auront fait ce qu'ils auraient fait eux-mêmes.
Je vous ai dit qu'aujourd'hui, la société leucodermique se retient beaucoup. Elle se retient. Mais si on lâche le feu vert, ils vont redevenir toutes ces personnes qui ont été citées et ils vont refaire le même type d'acte. Le même type d'acte. Je vous ai dit, nous ne connaissons pas ces personnes. Nous ne les connaissons pas pour de vrai. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est vrai, on ne le sait pas. Et le leucoderme, à travers la vision coloniale, esclavagiste, parce que la colonisation, c'est l'esclavage à domicile maintenant. Rappelez-vous que avant, ils déportaient pour les mettre dans des lieux qui sont devenus des égrégores de grands champs esclavagistes. Parce que les Amériques, les deux, qui avant c'était une terre de mélanodermes qui vivaient bien leur vie, etc., est devenu un égrégore de champs esclavagistes. C'est devenu là le lieu de concentration du mal. C'est là-bas où le mal se concentre. C'est là-bas en fait. C'est là-bas. C'est là-bas où les énergies des ténèbres se concentrent. C'est là-bas dans les Amériques. Et c'est là-bas où est le siège du mal. Et nous sommes là à toujours fantasmer ces lieux éloignés, ces lieux du crime, ces lieux du meurtre, ces lieux des ténèbres. Parce qu'on nous a appris à fantasmer sur ça. Et on nous a appris à fantasmer sur les civilisateurs, sur les tueurs, sur les rationnels. Parce que c'est eux en fait. Ils sont tellement rationnels qu'ils tuent tout, n'importe quoi et manipulent. Tellement ils sont rationnels. Et tellement nous avons suivi le rationnel, le rationalisateur, que nous sommes devenus nous-mêmes bêtes et stupides. En écoutant les conseils de ces malades mentaux, nous sommes devenus aussi nullissimes que nous ne pouvons l'imaginer. Voilà que on a des pantins qui s'appellent chefs d'État qui reprennent matin, midi, soir la même logique tordue des personnes rationnelles, civilisées, les rationalistes. À la petite échelle de la petite vie de tout mélanoderme, que ce soit sur Kamakachopa, que ce soit en leucodermie, etc. La même chose. On se déteste entre membres de la famille, on apprend à se différencier, on apprend à faire les mêmes actes de cruauté, on apprend à se faire les mêmes actes de torture, et etc. Le leucoderme a créé le tribalisme, il a dit que ça c'est une tribu, et nous répétons ça partout, dans tout et n'importe quoi. Toi, t'es de quelle tribu, t'es de quelle ethnie, t'es de quel lieu, t'es de quel truc, et nous le répétons en fait. C'est ça l'acte du civilisé, du rationaliste. Pendant que l'on s'embrouille dans ces litiges familiaux, pendant que nous nous embrouillons avec nos frères, pendant que nous nous embrouillons de façon générationnelle, pendant que nous essayons de nous détruire, ainsi de suite, eux, ils se délectent, comme disait le commandant Gérard, les tirailleurs. Ils voyaient comment ces personnes noires qu'ils ont rendues machines killer tuaient tous les noirs, dont des êtres comme eux. Lui, il se délectait de voir cela. Donc, dans ces embrouilles que nous faisons entre nous actuellement, et j'espère que nous en prendrons conscience un jour, je l'espère. Pendant que nous nous détestons, nous nous violentons, eux, ils se délectent de voir ça. Ça leur permet de continuer à justifier les choses telles quelles. Oui.
Je vous ai dit que l'Allemagne n'aime pas la France n'aime pas l'Allemagne, le Japon n'aime pas la Chine, etc., la Corée. Mais pour le cas du mélanoderme, et pour sauver l'apparence, ils vont s'unir. Mais nous, on ne peut même pas faire ça en fait, même juste pour sauver l'apparence. L'aliénation est tellement grave. Mais en même temps, beaucoup essaient de lutter contre cela. Beaucoup essaient de se battre. Beaucoup. Et je remercie les familles mélanodermes qui me suivent parce que ça doit se faire en famille. Le père, la mère, l'enfant, la grand-mère, etc., ils doivent suivre ce type de podcast ensemble. Ensemble et ensemble. Il faut réfléchir. Je ne vous demande pas d'être des rationnels à la leucodermique. Il faut commencer à faire extrêmement attention. Extrêmement attention, mes frères. Il faut faire attention. Le mélanoderme doit lui-même s'autodéterminer. Devenez vous-même votre propre puissance. Devenez fort. N'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui vient vous montrer le chemin. Jésus ne viendra pas. Devenez votre propre puissance. Il n'est pas venu durant l'esclavage. Il n'est pas venu durant la colonisation. Allah non plus. Allah non plus n'est pas venu. Bouddha non plus n'est pas venu. Aucune des religions leucodermiques n'est venue. Personne n'est venu. Devenez votre propre puissance. Les Éthiopiens l'ont dit à Diodore de Sicile. Qui sont les premiers? Les premiers qui ont été les premiers êtres de cette terre. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en a jamais eu d'autres. Avant le Nil, c'était un grand fleuve. Ils sont venus, ils se sont installés et ils ont fait ce peuple de Kémet qui a pris cette longue partie, pas seulement limitée sur ce qu'on appelle de façon cardinalistique le nord de Kamakatiopa, dans l'Afrique du Nord, mais le royaume était aussi grand qu'il s'étendait même presque vers les régions de ce qu'on appelle cardinalistiquement le sud de Kamakatiopa. Ils étaient dignes, ils n'avaient pas honte d'eux-mêmes. Ils étaient fiers, fiers de représenter la couleur du soleil. Ils étaient fiers, fiers d'être ceux qu'ils sont. C'est vrai, avec l'aliénation, le complexe de Stockholm, avec le leucovirus, avec tous les médias leucodermiques qui montrent et présentent la sublématie de la leucodermie, c'est vrai qu'on peut se sentir rabaissé, faible avec les films où les mélanodermes jouent toujours les mêmes types de rôles, avec ces trucs à la con. C'est vrai, on peut se sentir rabaissé, faible, insulté, dénigré, rejeté, éparpillé. Mais, il faut se battre. Mais on n'a pas le droit d'abandonner. On doit se réveiller ensemble. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un peuple de tic-tac. Tic-tac. Je répète bien, c'est un peuple tic-tac. C'est ça le leucoderme, c'est un tic-tac. C'est un tic-tac. On ne sait pas comment ils vont réagir. On ne sait pas. Je vous ai dit que plus le mélanoderme va se rappeler de son histoire, plus il va redevenir lui-même, plus vous allez voir réellement comment est en réalité la société leucodermique. Et je vous ai dit, ne vous mêlez pas de ces histoires des prolétaires et des oligarches. Ce sont les mêmes personnes. Donc, ils ont créé ce type de mélanoderme. Ils ont créé un mélanoderme qui est la bête, le monstre. Donc, King Kong, le chimpanzé qui monte sur la tour, je ne sais pas si c'est l'Upper West Side, je ne sais pas si c'est à Seattle ou à Chicago, la petite femme leucoderme qui crie « Oh, oh, oh !» Après King Kong, le roi du Congo, assassinate. Ça les fait rire en fait, ces gars. C'est drôle pour eux en fait. Ils savent qu'ils sont les bêtes. Donc, ils savent qu'ils sont la bête. Donc, ce qu'on pourrait qualifier en langage religionnaire, Satan, Shaitan, je ne sais pas trop en langue asiatique, qu'on appelle Seth à la limite, mais je ne pense pas que Seth et Satan soient la même chose. On verra la chose, corrigez-moi, mais c'est comme ça que je vois la chose. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, c'est comme ça que je vois la spiritualité.
Donc, le locoderme, vous savez que c'est à travers l'image du mélanoderme qu'il a créé la bête qu'il appelle Satan dans les terres de feu par rapport au continent Kamakachupa qui est extrêmement chaud. Mais je vais vous montrer une image. C'est vrai que je ne vous l'ai pas encore montré cette image. Je ferai une séance sur AfriTube spécialement et c'est là-bas où je vous mettrai l'image parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes sur YouTube. Donc, sur AfriTube, je ferai une séance spéciale où je vous montrerai cette image. Voilà. Le locoderme, qui est la bête, en réalité, a créé une bête pour ne pas voir son reflet. Donc, le locoderme a peur de voir ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire un criminel, un assassin et un tueur. Il ne faut pas qu'ils se voient comme cela. Donc, il est très nécessiteux pour eux. Il est nécessaire, crucial, de créer un bouc émissaire, de créer le mal. Et le mal, pour eux, c'est le mélanoderme. Et croyez-moi, à long terme, ça va très mal finir. Et cette histoire ne pourra que finir comme elle a commencé. Et c'est pour ça que le mélanoderme, soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de représenter la lumière. Soyez fiers de représenter le soleil. Soyez fiers que votre peau est la preuve que la lumière existe. Parce que la peau du locoderme, c'est la preuve des ténèbres. Prouvez-le à tout le monde que votre couleur représente la lumière. C'est le soleil, mes frères. C'est le soleil. C'est le soleil. Et ça, je pense que vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. C'est le soleil. Sans le soleil, vous ne serez pas mélanoderme. Vous serez pareil qu'à locodermie. Donc, ça veut dire qu'en conséquence, il n'y aurait plus personne sur cette planète Terre. C'est ce que ça veut dire en réalité. Et ça, je pense que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous ne comprenez pas. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de comment est-ce que le Créateur vous a fait. Ces gens-ci, ces tueurs, ces gens dont on vient de lire, qui ont leurs descendants, c'est-à-dire eux-mêmes qui sont revenus à travers le temps, eux, ils n'ont jamais changé. Je vous le dis encore, le locoderme n'a jamais changé. J'aime beaucoup cette phrase de Zach Mikasa. Les hommes ne changent pas. Ils deviennent de plus en plus eux-mêmes. Ils deviennent de plus en plus eux-mêmes. Personne ici n'a changé. Personne. Le mélanoderme, je dis bien le mélanoderme, le noir que vous connaissez, c'est une fabrication en usine. En usine. Le vrai mélanoderme, à force, ne pourra plus être retenu. Il va redevenir lui-même. Et le locoderme redeviendra lui-même. Et à cet instant où ces deux êtres redeviendront eux-mêmes, sachez-le, une guerre officielle va se déclarer. Et ça sera inévitable. Pour dire vrai, on aimerait bien que ce ne soit pas le cas, mais c'est ce qui va inévitablement se faire. Mais dans un futur assez lointain. Sauf si la locodermie réellement décide de faire une pause, d'arrêter d'aller en Afrique et de se jouer des noirs et de commencer à parler d'eux-mêmes. Mais s'ils ne le font pas, ce que je doute moi-même, alors ce qui se produira bientôt, donc dans un futur plus ou moins éloigné, peut-être à court, moyen, long terme, ce qui va se passer en fait. Le mélanoderme inévitablement va retrouver ce qu'il est en réalité. Et de façon inévitable, tout le monde va retrouver son réel comportement. Tout le monde. Et ce qui se passera, je répète encore, se passera. Je vous remercie, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Bon, le podcast est maintenant long, ça m'inquiète un peu. Donc, on se dira Bibala.